Salut les parents! Alors ce qu'on entend souvent et qu'on a certainement déjà vécu en tant que parent, c'est le manque d'attention de notre enfant. Donc souvent on entend «mon enfant manque d'attention en classe, il a du mal à rester concentré sur sa tâche». Et évidemment on s'inquiète parce que le cerveau, pour pouvoir effectivement correctement apprendre, doit considérer certaines informations comme étant prioritaires et rester concentré sur ces informations. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi votre enfant peut manquer d'attention et surtout ce que vous pouvez y faire. C'est Sarah du blog des outils pour apprendre, à tout de suite! Avant de commencer cette vidéo, je voudrais m'attarder sur un point qui est qu'il ne s'agit pas ici de ce qu'on appelle un trouble de l'attention. Donc il s'agit plutôt du manque d'attention dont nos enfants peuvent souffrir à un moment donné ou à un autre, mais pas de quelque chose vraiment qui doit être diagnostiqué par un professionnel et pour lequel on peut envisager un traitement. Alors ce que je voudrais aussi dire, c'est que il y a énormément maintenant de troubles de l'apprentissage qui sont diagnostiqués. Il faut savoir que ce ne sont pas toujours des troubles de l'apprentissage et de l'attention en tant que tel. Donc il faut savoir d'une part que l'enfant, surtout en bas âge et même jusqu'à l'adolescence, peut souffrir d'un manque d'attention simplement parce qu'il souffre d'un manque de ce qu'on appelle l'inhibition, qui est une des fonctions exécutives dont je reparle dans d'autres vidéos. Donc il faut savoir c'est une zone du cerveau qui va en fait lui permettre de développer certaines compétences, notamment le fait de résister à certains parasites de concentration, mais cette zone n'est pas mature aux âges, de bas âge jusqu'à l'adolescence. Donc parfois on demande à l'enfant un niveau de concentration qu'il n'est simplement pas capable de donner. Il faut aussi savoir que à l'heure actuelle, évidemment, le rythme scolaire est tel que l'enfant, à un moment donné, a besoin de bouger, il a besoin de souffler, parfois simplement les heures de cours sont trop conséquentes, donc il y a là aussi quelque part quelque chose que nous devrions peut-être changer dans le système scolaire si c'était faisable, plutôt que de directement penser que l'enfant a véritablement ce qu'on appelle un trouble de l'attention. Donc attention à ça. Ici dans cette vidéo, il sera vraiment question de ce qu'on appelle le manque d'attention, qui peut donc affecter notre enfant comme il peut nous affecter nous aussi d'ailleurs, et ce qu'on peut y faire pour un petit peu changer la donne. Alors d'abord il faut comprendre d'où vient ce manque d'attention. Donc comme je l'ai dit, le manque d'attention peut venir de ce qu'on appelle un manque de contrôle cognitif, c'est-à-dire simplement cette zone du cerveau qui est développée mais immature qu'on appelle le cortex préfrontal et qui est à l'origine de comportements, de savoir-être qui vont permettre à l'enfant véritablement de se concentrer, de se calmer, de ne pas faire preuve d'impulsivité, etc. Donc si vous voulez avoir plus de détails par rapport à ce point, je vous invite à aller voir sur le site des outils pour apprendre l'article qui va apparaître là, ou aller voir la vidéo dont je mets le lien ici, qui va vous permettre de comprendre dans le détail qu'est-ce que le contrôle cognitif et comment l'entraîner. Alors à côté de ça, il faut savoir que évidemment il y a tous les parasites d'attention qui peuvent nous affecter d'ailleurs nous aussi en tant qu'adultes, donc à savoir des parasites d'environnement. Donc si votre enfant se concentre sur sa leçon mais que le GSM sonne à ce moment-là, ou que la télévision est en marche, ou que quelqu'un rentre dans la pièce, évidemment ça va le perturber. Donc ça, ce sont les stimuli, disons, de l'environnement qui peuvent l'embêter. Maintenant à côté de ça, il faut aussi savoir que votre enfant va simplement à un moment donné être victime quelque part de ses pensées, de son imagination, de ses souvenirs, qui sont en fait le résultat de ce qu'on appelle les réseaux neuronaux par défaut et qui prévalent sur les réseaux neuronaux dits d'attention. Donc de toute façon, même s'il n'y a pas de stimuli externe, de parasites externes, votre enfant est au calme, il étudie sa leçon, il est clair qu'à un moment ou à un autre, il va voir une information qui va par exemple le faire penser à quelque chose, lui rappeler un souvenir, et directement, bam, ce réseau neuronal-là, va s'activer. Et donc, en plus de stimuli externes parasites, on a véritablement une activation intempestive de ces réseaux neuronaux par défaut qui va, à terme, à un moment donné, faire décrocher votre enfant de la tâche sur laquelle il est concentré. Alors, les scientifiques distinguent 3 systèmes d'attention. D'abord, ce qu'on appelle le système d'alerte, ensuite le système d'orientation et finalement le système du contrôle cognitif. Alors qu'est-ce que le système d'alerte? C'est un peu le cerveau qui répond à la question quand faire attention. Donc
On a remarqué que si une information était chargée en émotions, elle allait directement être considérée comme plus importante par le cerveau, comme une information prioritaire, sur laquelle le cerveau va du coup se focaliser. Alors comment on s'en est rendu compte? Eh bien avec les enfants et les adolescents qui jouaient aux jeux vidéo. On s'est rendu compte que chez ces enfants, l'acuité visuelle, mais aussi la prise de décision était plus facile, plus importante que dans le reste de la population. Et on s'est rendu compte aussi que finalement, c'était quand les jeux vidéo étaient plutôt violents, donc des émotions plutôt violentes, que le cerveau était le plus facilement attentif et que directement la prise de décision, par exemple, allait être la plus importante et la plus rapide. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut jouer aux jeux vidéo, évidemment. On sait que le temps d'exposition aux écrans et notamment aux jeux vidéo est trop importante, surtout pour des enfants et des adolescents. On sait aussi évidemment avec la psychologie qu'il y a des effets secondaires au fait de jouer aux jeux vidéo et surtout à des jeux vidéo violents, mais ça montre que réellement, si vous donnez à votre enfant une information qui est chargée en émotions, de toute façon, son cerveau va être beaucoup plus réactif. Donc ce n'est pas un système d'attention sur lequel on peut agir vraiment de façon consciente, ce n'est pas quelque chose qui est modulable, comme par exemple, contrairement au contrôle cognitif, mais on peut malgré tout tirer parti de ce système. Donc par exemple, on peut en tirer parti dans ce qu'on appelle la méthode du hameçonnage pédagogique. Donc il faut savoir que quand on donne une leçon, donc déjà il y a une certaine laps de temps à ne pas dépasser parce que le cerveau ne peut pas se concentrer pendant très longtemps. Mais en plus de ça, si on introduit une séquence pédagogique, donc si on introduit une leçon avec une information qui va susciter une émotion chez l'enfant, vous pouvez être sûr que simplement son cerveau, de façon tout à fait involontaire, va se concentrer d'autant mieux. Donc admettons, je prends toujours le même exemple, mais admettons une leçon d'histoire, plutôt que de simplement introduire brusquement la leçon, pourquoi ne pas parler d'une anecdote, quelque chose qui va susciter peut-être l'émerveillement, le rire ou peut-être même de la tristesse chez l'enfant, vous pouvez être sûr qu'à ce moment-là, il sera déjà beaucoup plus attentif, simplement parce que son cerveau va considérer que cette information chargée en émotion est prioritaire. Le deuxième système d'attention est celui qui est dit d'orientation. Alors, je vous invite à regarder la vidéo qui va suivre et vous devez compter le nombre de fois que les joueurs en blanc se sont fait une passe. Alors je ne sais pas si vous avez pu déterminer quel était le nombre de fois que les joueurs en blanc se faisaient une passe. Maintenant je vais vous poser une autre question. Avez-vous vu le gorille qui traversait la pièce? Alors si vous avez déjà connaissance de cette expérience, qui est sans doute le cas, vous aurez vu le gorille parce que vous saviez ce qui allait se passer. Mais si ce n'est pas le cas, je suis sûre que vous êtes étonné et vous vous demandez comment vous avez bien pu ne pas voir le gorille qui traversait le terrain de basket. Alors il faut savoir que de la même façon que nous surestimons nos propres capacités d'attention, nous surestimons aussi les capacités d'attention de nos enfants. Nous nous demandons comment, tranquillement assis sur sa chaise dans sa salle de classe, il a l'information au tableau, mais en fait il ne la voit pas. Simplement, son cerveau ne la voit pas. Donc ce système d'attention, donc qui est dit le système d'orientation, va décider pour le cerveau, qui peut moduler sa vigilance, finalement à quoi faire attention. Donc le système d'alerte, c'était quand faire attention, mais quand l'information est chargée d'une émotion, tandis que le système d'orientation, c'est à quoi dois-je faire attention, c'est-à-dire sur quelle information dois-je me focaliser. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, quand le cerveau reçoit une consigne de se focaliser sur une information, il devient imperméable, il devient aveugle à toutes les informations concomitantes qui vont arriver, mais qu'il considère comme étant non prioritaires. Alors, si vous voulez une autre expérience que vous connaissez peut-être moins ou que vous ne connaissez pas, voici une autre vidéo. Donc je vous invite à la regarder et vous allez me dire qui a commis le crime. Alors je ne sais pas si vous avez trouvé le coupable, mais une chose est sûre, avez-vous vu qu'il y avait des changements qui étaient opérés dans la pièce, que des objets avaient changé de place? Alors peut-être oui, peut-être pas, sans doute pas. Donc il est clair à nouveau que le cerveau va se concentrer sur sa tâche, c'est-à-dire trouver le coupable, et va devenir complètement imperméable aux autres événements qui vont se produire en même temps. Donc à ce moment, on peut se dire, ok, très bien, mais finalement, comment pouvons-nous tirer parti, tirer bénéfice de ce système d'attention pour aider notre enfant dans son apprentissage? Alors, il faut savoir que l'enfant, enfin le cerveau de l'enfant, de toute façon tout à fait involontaire, va être orienté sur des informations qui sont, disons, présentées avec ce qu'on appelle des signaux sociaux ostensibles. Alors, ce sont quoi des signaux sociaux ostensibles?
c'est par exemple le fait que quand le professeur donne sa leçon, donc le professeur, ne manquez pas d'attention, c'est une information, je pense, qui est capitale pour vous. Donc si le professeur, quand il donne une information, pointe du doigt l'information, regarde l'enfant, et qu'en plus de ça, par exemple, il change de prosodie, donc attention, ceci est une information importante, il est clair que l'enfant, en fait, tout à fait de façon spontanée, hein, c'est pas lui qui décide, c'est son cerveau qui va décider pour lui, va considérer que cette information-là est plus importante parce qu'en fait, elle n'est pas spécifique, particulière, mais elle est, disons, généralisable. Donc le cerveau considère qu'il y a deux catégories d'informations, des informations qui sont spécifiques, qui sont utiles à un moment donné, dans un contexte particulier, et puis il y a les informations qui sont dites généralisables, c'est-à-dire que ce qu'il apprend va pouvoir être appliqué à différentes situations, à différents contextes. Donc il est clair que quand une information est présentée avec une gestuelle particulière, avec une voix particulière, avec peut-être la participation active aussi, évidemment, si en plus de ça, on montre l'information, qu'on regarde l'enfant, qu'on change de ton, et qu'en plus de ça, on lui dit « Attention, je vais te poser une question après » ou « As-tu bien compris ceci ? Est-ce que tu as quelque chose à dire ? Est-ce que tu penses à quelque chose ?» Donc il est clair que directement, l'enfant va considérer que, attention, enfin le cerveau de l'enfant va considérer que ça, c'est une information importante, et qu'à ce moment-là, il doit être focalisé sur la tâche, et devenir, du coup, imperméable aux autres informations qui se passent en même temps, à savoir son camarade de classe qui a laissé tomber son crayon, l'autre camarade de classe qui s'est retourné, quelqu'un qui est passé devant la fenêtre de la classe, enfin, vous voyez, donc vraiment être orienté sur une tâche et plus du tout sur les autres. Alors il y a beaucoup d'expériences qui ont prouvé que finalement donc l'enfant était tout à fait sensible à ces signaux sociaux ostensibles, donc le fait de pointer un objet, le fait de le regarder en lui donnant une information. L'une de ces expériences est celle-ci. Donc dans cette expérience, on voit que donc à chaque fois l'intervenant, donc par exemple l'enseignant, va en fait essayer de prendre un objet, mais dans la première partie de l'expérience, il va simplement vouloir prendre l'objet, alors que dans la deuxième expérience, il va pointer l'objet en regardant l'enfant. Et on s'est rendu compte que quand l'objet change, l'enfant va beaucoup plus facilement remarquer ce changement quand l'intervenant, donc quand le chercheur, a pointé l'objet en le regardant, parce que ça signifie en fait à l'enfant, attention, ceci est important, regarde, c'est quelque chose qui va se répéter, c'est une information qui est généralisable, que tu vas pouvoir réutiliser, plutôt que quand simplement il essaye d'attraper l'objet sans regarder l'enfant. Donc ça, c'est une première expérience dont vous pouvez voir le détail sur le site des outils pour apprendre. Alors une deuxième expérience pour vous prouver donc vraiment le fait de regarder l'enfant, le fait de pointer du doigt un objet, le fait de changer le ton, c'est très très important pour que son cerveau soit attentif et retienne. Alors cette expérience, j'espère que je vais l'expliquer de façon assez simple pour que vous compreniez, parce que je pense que vraiment quand on a vu ça, on sait qu'effectivement ça devient d'une importance cruciale et on ne s'en rend pas compte évidemment autrement. Alors donc, dans cette expérience, vous avez une jeune fille qui a deux objets en face d'elle. Et elle renseigne l'enfant sur l'objet qui est son objet préféré et l'objet qu'elle n'aime pas. Donc vous voyez, au centre, d'un côté, elle va grimacer en regardant l'objet en disant non, ça ne me plaît pas. Enfin, elle ne dit rien, elle fait juste une espèce de mimique un petit peu dégoûtée. Donc de cette façon, elle veut renseigner l'enfant en lui disant cet objet ne me plaît pas. Et par contre, de l'autre côté, sur l'autre objet, elle va avoir un grand sourire, ce qui renseigne l'enfant sur le fait que cet objet, elle l'aime bien. Et donc ce sont des enfants en bas âge qui participent à cette expérience. Alors, ensuite, soit elle va simplement tendre la main vers l'enfant en lui demandant finalement de lui donner l'objet qu'elle préfère. Et dans ces cas-là, on voit que finalement les enfants ont un taux de réussite quand même assez important. Ou, ce qui peut se passer aussi, c'est que finalement, ce n'est pas elle, c'est une autre personne qui va venir, qui va tendre la main pour lui demander « donne-moi l'objet préféré ». Donc là, évidemment, ça pose problème parce que l'enfant, c'est une nouvelle personne qui apparaît, donc l'enfant se dit « ok, mais est-ce que ce que la première personne m'a montré s'applique aussi à la seconde personne ? Ce n'est peut-être pas parce que la première personne a été dégoûtée par un objet et a été attirée par un autre objet que ça va être la même chose pour cette personne-là. Et alors, en fait, on se rend compte que donc quand c'est la personne qui change, si au tout début, donc là,
regardez peut-être dans la première colonne, vous allez voir qu'il y a une différence en fait. Si au tout début, la jeune fille n'a pas regardé l'enfant avant de décider « Ah, ça c'est dégoûtant, ah, ça c'est intéressant », eh bien l'enfant a beaucoup de mal à décider quel est l'objet préféré pour cette nouvelle personne. Alors que si au tout début de l'expérience, la jeune fille, donc vous voyez, la jeune fille avec les longs cheveux, à laquelle il a eu affaire, la regarder avant de dire « Ah non, ça me dégoûte, ah oui, non, ça me plaît ». Alors l'enfant va avoir moins de difficultés à dire « Oui, effectivement, en fait, cet objet-là est sans doute l'objet préféré de façon générale, et donc c'est cet objet-là que je donne à cette nouvelle personne ». Et donc on se rend bien compte là que si le premier intervenant a regardé l'enfant considère qu'ensuite ces mimiques et les informations que l'intervenant lui a données sont des informations qui ne sont pas particulières mais qui sont généralisables. Et le cerveau préfère toujours les informations qui sont généralisables, qu'il peut réutiliser dans d'autres contextes, que des informations qui sont spécifiques à un contexte. Voilà, donc vous voyez bien, dans la première expérience, on l'a regardé, puis on lui a dit non, ça c'est pas bon, ah oui, ça c'est bon. Et quand une nouvelle personne est arrivée, directement il a su quoi faire. Tandis que dans l'expérience dans laquelle la jeune fille, elle est comme ça, elle ne regarde pas l'enfant, puis directement elle dit non, ça ne me plaît pas, ça me plaît. Alors l'enfant ensuite a vraiment des difficultés avec cette nouvelle personne, ce nouvel intervenant qui arrive, donc la jeune fille avec des cheveux plus courts, pour dire oui, effectivement, c'est sans doute cet objet-là qui doit lui être donné. Donc voilà, vraiment la preuve que les signaux sociaux ostensibles, le fait de regarder l'enfant quand on lui apprend une information, de changer de voix, d'avoir une posture particulière, de pointer l'objet ou l'information, tout ça a énormément d'importance et c'est comme ça qu'on peut tirer parti du système d'attention dit d'orientation. Alors je voudrais profiter de ce point pour faire un petit écart concernant ce qu'on appelle les pédagogies complètement autonomes. Donc quand je dis autonome, c'est vraiment quand on laisse l'enfant apprendre par lui-même, ok, et les pédagogies actives et ce qu'on appelle aussi les cours magistraux. Donc j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais il est clair qu'à l'heure actuelle, donc avant évidemment c'était le cours magistral où l'enseignant présente les informations vraiment sans faire vraiment interagir les enfants, donc c'était un peu le professeur savant qu'on écoutait dans le calme et surtout qu'on n'interrompait pas. Mais actuellement on se pose la question, mais est-ce que c'est vraiment le type d'enseignement qui est le plus adapté? Et on pense à d'autres types d'enseignement tels que les pédagogies alternatives, les pédagogies actives, les pédagogies autonomes. Alors effectivement, on est parfois perdu dans tout ce jargon. Donc, si maintenant je dois caricaturer, parce qu'évidemment c'est pas toujours comme ça que ça se passe, mais si d'un côté extrême, on prend le cours magistral dans lequel l'enfant ne peut absolument pas interrompre le professeur est en train d'écrire au tableau et l'enfant il est juste focalisé sur ce qu'il voit au tableau, et puis à l'autre extrême, la pédagogie dans laquelle on laisse complètement l'enfant découvrir par lui-même, parce qu'on considère qu'il a cette capacité, eh bien on se rend compte que ni l'un ni l'autre n'est tout à fait adapté au cerveau, puisque dans ni l'un ni l'autre, l'enfant ne va interagir, ne va être guidé dans son apprentissage, on ne va pas justement le faire participer avec tous ces signaux sociaux ostensibles. Donc quand on considère ces récents résultats en fait sur les systèmes d'attention, on se rend compte que finalement ce qui vaut mieux, ce sont des pédagogies vraiment dites actives, donc dans lesquelles on va faire interagir l'enfant, on va le regarder, etc. Donc tout ce qu'on a expliqué précédemment, on va le guider, mais dans lequel vraiment donc on l'accompagne, donc on le fait interagir, mais quand même on l'accompagne, on ne le laisse pas libre de découvrir tout par lui-même, ce qui n'est pas une bonne façon non plus ni d'être attentif, ni de mémoriser d'ailleurs, ce que j'ai expliqué dans une autre vidéo. Alors le troisième système d'attention est le système qui résulte en fait de ce qu'on appelle le contrôle cognitif, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos ainsi que sur le site des outils pour apprendre, et là c'est un système dont non seulement on peut tirer parti, mais c'est un système sur lequel on peut vraiment agir en tant que parent. Ce sont des capacités, des compétences que l'on peut entraîner chez l'enfant. Pour un bref rappel, donc il s'agit des compétences qui vont permettre à l'enfant à la fois d'inhiber certains comportements, de choisir une bonne stratégie d'apprentissage, d'inhiber certains
certains comportements impulsifs. Donc par exemple, quand votre enfant parle beaucoup alors que vous êtes au téléphone ou essaye absolument de solliciter votre attention alors que vous êtes au téléphone ou en train de travailler. Donc c'est vraiment parce que simplement cette partie du cerveau, tout en étant développée, n'est pas assez mature que pour lui permettre de développer donc ses capacités, ses savoir-être. Alors ce sont des savoir-être qui sont essentiels pour l'apprentissage. Donc il y a vraiment, on a mis en évidence un lien entre ces compétences, ces capacités cognitives et l'apprentissage futur et la réussite en général. Donc on a fait des expériences sur des enfants en essayant de déterminer si leurs habiletés exécutives étaient optimales, et on s'est rendu compte des années plus tard, quand on a réinterrogé ces enfants qui étaient alors devenus adultes, qu'effectivement il y avait eu une corrélation assez frappante entre leurs capacités exécutives, cognitives et finalement leur facilité à l'école. Donc ce sont des savoir-être qui peuvent être développés avec des jeux très simples, avec le fait de demander à l'enfant de planifier une tâche par exemple, donc préparer ses vêtements, faire une liste de courses, ce genre de choses. Ça peut aussi être entraîné avec des jeux, que ce soit le jeu Jacadie par exemple, je vous mets l'article ici, ou par exemple les jeux de rôle. Alors ce sont des compétences qui sont développées aussi quand par exemple l'enfant apprend un instrument de musique, fait de la méditation, ou par exemple suit un enseignement plutôt de type Montessori par exemple. Donc il y a vraiment beaucoup de façons différentes d'aider l'enfant par rapport à ce système d'attention qui est celui sur lequel finalement nous avons le plus de pouvoir d'agir, hein. Les autres systèmes sont des systèmes, donc système d'attention, orientation et alerte, ce sont des systèmes sur lesquels on n'a pas beaucoup d'impact, on peut juste tirer parti de ce que l'on sait de ces systèmes-là. Tandis que le système du contrôle exécutif, c'est vraiment un système qui peut être, un système d'attention qui peut être entraîné. Donc je vous invite à aller voir l'article pour avoir tous les détails. Vous pouvez même faire un test sur le site en essayant de déterminer finalement si votre enfant a de bonnes fonctions, enfin fait preuve d'habilité exécutive optimale. Bon, encore une fois, c'est un test pour s'amuser, hein. Il ne faut pas se stresser si ce n'est pas le cas. Encore une fois, on peut toujours s'améliorer. On peut l'aider par rapport à ça, et de toute façon quand l'enfant est en maternelle, au début primaire, il est clair que vous ne devriez pas avoir de très très bons résultats, et c'est tout à fait normal, c'est dû simplement à la maturation de cette zone de son cerveau. Donc voilà, nous avons parlé des 3 systèmes d'attention, donc le système d'attention qui est dit d'alerte, qui va dire au cerveau finalement quand faire attention, et du fait que finalement si on accompagnait une information d'une charge émotionnelle, de toute façon le cerveau de l'enfant allait beaucoup plus vite être attentif à cette information. Nous avons parlé du système d'attention dit d'orientation, c'est-à-dire non pas quand faire attention, mais à quoi faire attention. Et donc, dans ce cas-là, il est clair que les signaux, la posture pédagogique est importante, que pour que l'enfant soit conscient qu'à un moment donné, l'information qui est donnée sera importante et qu'il faut y être attentif. Nous avons parlé aussi du 3e système d'attention qui est la résultante en fait de ce qu'on appelle le contrôle cognitif. Donc là, ça fait un gros chapitre en soi, c'est un grand article, je vous conseille d'aller le consulter sur le site des outils pour apprendre. Donc de façon générale, n'oubliez pas, je pense que déjà commencer par effectivement faire interagir l'enfant, montrer ces signaux sociaux qui vont lui faire comprendre que l'information est importante, essayer de faire ce qu'on appelle des hameçons pédagogiques. Donc vraiment essayer introduire une information en essayant de susciter chez l'enfant une émotion, ça peut l'aider aussi. Alors faire des jeux, choisir peut-être des activités qui vont permettre de développer son contrôle exécutif. Alors évidemment, quand on repense aussi à tout ce qui est parasite de l'environnement, il faut essayer que l'enfant soit dans un cadre qui soit privilégié pour son apprentissage. Donc essayer d'éviter évidemment tous les parasites extérieurs, les GSM, les ordinateurs. Enfin, je pense que je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer effectivement comment instaurer un espèce de cadre optimal pour l'apprentissage. Savoir aussi, par exemple, que nous ne sommes pas des multitâches. Donc il est complètement illusoire de penser que nous pouvons faire plusieurs choses à la fois. Et de la même façon, l'enfant ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. Donc parfois, on donne plusieurs consignes à l'enfant en même temps, on s'en rend même pas compte. On lui demande pas de faire juste une chose après l'autre, on lui donne plein de choses, et on lui demande déjà quelque part de prioriser dans les tâches qu'on lui a données, alors que souvent son cerveau, de par le contrôle exécutif notamment, ne peut pas le faire. Donc n'oubliez pas aussi que
il est clair, non seulement pour nous c'est parfois compliqué, mais pour l'enfant c'est difficile de savoir quelle est la tâche qui est la plus importante. Alors il y a encore plein de conseils, plein d'explications qui peuvent vous prouver la façon dont fonctionne son cerveau et comment finalement vous pouvez l'aider. Donc je vous invite à aller voir sur le site des outils pour apprendre, il y a encore plein de choses dont j'aurais pas le temps de parler dans cette vidéo qui va devenir très longue, donc n'hésitez pas. Et alors si vous voulez être mis au courant des prochaines vidéos qui vont paraître, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube qui est là. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça aidera votre enfant, et voilà, ciao les parents!